Eh bien, bonjour, je m'appelle Alexandre Parenteau, je travaille donc dans l'équipe d'After Effects depuis 2012. Ça fait 18 ans que je travaille à Adobe. Je suis le seul français de l'équipe d'After Effects, mais après c'est une équipe qui a en fait une quarantaine de personnes, c'est une équipe assez réduite. Il y a quelque temps, Nicolas nous a contactés, on s'est demandé qui on pourrait envoyer, au départ peut-être Victoria, mais là on est en pleine release en fait, vous allez le voir d'ailleurs incessamment sous peu, il y a une nouvelle release qui va arriver, et moi étant développeur, je connais en fait assez mal le produit, je sais c'est bizarre, mais c'est parce que le métier de développeur c'est un métier, surtout dans une application comme After Effects qui est énorme. On la compare souvent à un 747, c'est des centaines, des milliers de composants à assembler. En fait, ce qu'on fait dans l'application de groupe, c'est nous qui portons la responsabilité du produit final, mais c'est un assemblage de beaucoup de choses qui sont faites un peu dans tous les dans tous les compartiments d'Adobe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est compartimenté Adobe justement sur un produit? Alors je vais expliquer ça un petit peu. Victoria, tu aurais dû être là parce que généralement on n'envoie jamais un développeur pour ce genre de choses. D'ailleurs c'est la première fois que je le fais en 18 ans. Alors je le fais parce que je les connais, je connais un peu les gars de Motion Café. En fait, moi, en tant que développeur, je me suis dit, là, les 2 dernières années, il fallait que je m'implique un peu, que je découvre un peu les utilisateurs. C'est vraiment une application ultra complexe, After Effects, que je comprenne mieux, en fait, vous, les créateurs, les artistes. Et en fait, j'ai pas du tout réussi. J'ai essayé sur Motion Café, c'est vraiment pas mon truc. Ce que je fais, c'est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus mathématique. Je pourrais vous donner des exemples, mais je sais pas si vous parleront exactement. Peut-être un exemple qui moi m'a vraiment importé, c'est comment je suis rentré à After Effects. Je devais travailler sur Illustrator 9. Il y avait une fonction qui s'appelait la transparence dans PDF, et c'était un big deal parce que la transparence en fait n'est pas possible sur une imprimante. Alors il y avait tout un système pour émuler et ça, c'était mon entrée. Et ça m'a permis d'entrer en fait dans le compartiment graphique d'Adobe. Et pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé essentiellement à écrire des composants graphiques pour Illustrator, Acrobat et ensuite After Effects, sans jamais avoir à ouvrir ces produits. C'est-à-dire que moi, je travaillais surtout sur les algorithmes, en fait. Et en 2012, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans l'équipe d'After Effects, et là, ça a complètement changé. Là, c'est une optique complètement différente. Là, j'ai vu des utilisateurs partout. Il y en avait dans toutes les salles. Ils arrivaient tout le temps. C'est la première fois que je les voyais. Le corps de l'application, c'est vraiment différent parce qu'il y a des gens comme voilà, Victoria, les programmes managers, qui s'occupent de faire remonter les informations, qui sont toujours par Mont et par Vaux, qui visitent les utilisateurs, qui s'occupent des grands comptes, des gens qui sont extrêmement pointus dans l'application, et pas que des développeurs. Et il y a aussi beaucoup de gens qui font du test. Parce que une des difficultés chroniques qu'on a, surtout sur des grosses applications comme ça, c'est de tester ces applications. Parce que les utilisateurs, comme tu dis, des fois vont râler, mais surtout, ils ne vont pas détailler exactement quelle est la source de leur problème. En fait, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est une description presque empirique de voilà comment ils se sont levés le matin, comment ils ont ouvert After Effects, qu'est-ce qu'ils ont vu exactement, nous envoyer les fichiers, nous envoyer exactement où ils ont cliqué, et là souvent on est plus en l'état de faire quelque chose. Mais bon, nous du coup on n'est pas toujours très à même de faire ce que veut l'utilisateur. Aussi pour d'autres raisons. Alors, j'avais une autre mission que Victoria m'avait
donné, c'était d'abord de dire félicitations aux 10 ans de Dwick. Nicolas est très connu à After Effects dans l'équipe, ainsi que Sébastien et que pas mal de gens ici. Et puis ils avaient à cœur de vous le dire, donc c'est moi qui le fais. Et puis je m'en sors pas du tout en fait. Tu dis dès que tu veux qu'on vienne te donner un coup de main. Alors vous allez me donner un coup de main si vous avez des questions, parce que j'aimerais bien qu'il y êtes des questions si vous êtes curieux par rapport à quelque chose. Alors, juste pour revenir à ce que tu disais au début, pour que tout le monde comprenne bien cette histoire de composants. En gros, donc il y a les équipes logicielles chez Adobe, donc il y a les développeurs de Photoshop, les développeurs d'After Effects, les développeurs de la quarantaine d'apps. Et en fait, tous ces programmes ont il y a d'autres équipes qui font des composants qui fonctionnent sur à peu près tous les logiciels. Et en fait, en gros, dans After Effects, il y a des parties qui sont développées par des équipes qui ne sont pas les équipes d'After Effects, mais qui sont des équipes cross-produits et les développeurs d'After Effects doivent intégrer ces technologies, parfois contre vents et marées, mais parfois avec joie et bonne humeur. Et souvent pour des raisons qui seront à la fois stratégiques, économiques et simplement de bon sens. Alors, pour vous donner un exemple concret, souvent on nous dit mais pourquoi il faut faire le transcoding dans AMI et pas dans RenderQ? Comment on dit RenderQ en français? La file d'attente de rendu. La file d'attente de rendu. On parlera des traductions d'After Effects. Oui. Eh bien, c'est pour cette raison. C'est parce que ça n'aurait aucun sens, en fait, de développer quelque chose de spécifique dans Adobe, dans After Effects, ce qu'on avait fait au début, mais c'était une raison historique. Il a fallu très vite se porter vers une solution qu'on pourrait partager avec toutes les applications, en fait, et ça s'étend, en fait, jusqu'à Photoshop. Donc, c'est pour ça que nous, souvent, dans le groupe d'applications, on nous impose certains choix. Là, on nous a dit, bon, c'est bien beau, RenderQ, c'est très joli, mais on va pas passer du temps à faire un RenderQ pour Premiere, un RenderQ pour Rush, un pour After Effects. Donc, on a inventé AMI, et comme ça, on peut en fait passer plus de temps à développer d'autres choses et partager cet élément-là. Bonjour. Déjà avant de poser ma question, j'ai commencé par une espèce de cri du cœur en fait, parce que moi, After, c'est un logiciel que j'aime beaucoup. Enfin, pour moi, c'est un peu le meilleur logiciel du monde. Je sais pas s'il y a des gens. Donc voilà, je l'ai découvert en 2001. Ça fait donc presque 20 ans que je bosse avec. Et puis même aujourd'hui, en fait, c'est même plus que je bosse avec, c'est grâce à lui, en gros, que je nourris ma famille. Donc pour moi, il y a une portée vraiment, voilà, assez forte. Donc merci déjà. Ma question, justement, tant qu'on est en train de parler du RenderQ, c'est une question un peu en l'air comme ça, mais justement, je me pose la question. Adobe Media Encoder, je le trouve bien, mais je trouve pas toutes les mêmes features qu'il y a entre RenderQ de After et Adobe Media Encoder. Par exemple, le séquençage d'images, où l'on peut simplement définir le nombre de pads dans After, avec les crochets, les dièses, etc. C'est un truc que je trouve intéressant pour fonctionner justement en séquençage d'images. Et j'ai jamais trop compris pourquoi on le retrouve pas dans AME en fait. Et donc voilà. Alors j'aurai une autre question après à la rigueur. Je ne sais pas, je n'ai pas la vraie réponse. Je connais un peu, mais encore une fois, les questions de features, ça va être très compliqué pour moi. C'est une question vraiment de combien on a de ressources et qu'est-ce qu'on nous impose. Nous, idéalement, on aimerait bien, transporter toutes ces goodies là qu'on avait inventées dans After Effects, qui sont vachement bien, celles dont tu parles, et les adapter à AMI. Mais il faut trouver, en fait, le temps de le faire. Et du coup, on se retrouve un peu entre deux chaises voilà. J'ai un complément de réponse à ça, c'est que AME, quand il a commencé, il a fallu d'abord le faire fonctionner avec tous les codecs, mais la mise à jour avec le H265, etc., le GPU, blablabla. Et du coup, je ne sais pas si tu as dû t'en rendre compte, mais les features de la RenderQ, elles arrivent petit à petit dans AME. La difficulté qu'il y a, c'est que, par exemple,
ta feature, peut-être qu'elle est importante pour toi, mais peut-être que pour d'autres, c'est une autre feature, et c'est la question de qu'est-ce qu'on va d'abord transmettre. Et pour ça, le meilleur moyen, je crois on aurait dû mettre une slide avec l'URL, il y a un user voice Adobe, After Effects, qui est une URL qui est le nouvel endroit où tu peux mettre des feature requests pour les développeurs d'Adobe qui sont lus par le management d'After Effects et par les équipes d'After Effects, et qui permet en fait un petit peu de juger justement sur ce genre de choix de feature à faire quand ils ont que 3 trucs à pouvoir changer dans AMI sur un cycle de développement d'1 an par exemple, savoir lesquels 3 ils vont mettre en priorité. Sachant que, comme le disait Alex tout à l'heure, Victoria, qui est la product manager, elle va aller voir tous les grands groupes, genre CNN, les chaînes de télé, Microsoft, ceux qui achètent des licences par million, parce que c'est corporate. Adobe dit voilà, eux sont nos partenaires stratégiques, demandez-leur ce qu'ils ont besoin, et que nous, en tant qu'utilisateurs lambda, à notre petit niveau, notre moyen justement de leur faire remonter les trucs qui nous sont chers, c'est cet espace de questions qu'ils ont mis il y a quelques mois maintenant. Oui, oui, et les grosses corporations, ce qu'on appelle le enterprise, c'est au même niveau que les utilisateurs normaux dans notre groupe. Mais après, c'est pour ça que souvent, quand on fait des choix qui marchent pour tout le monde. Alors, elles sont pas forcément ce que veulent certains utilisateurs. Et c'est pour ça que historiquement, on a fait beaucoup pour essayer que After Effects soit extensible, pour que des choses comme Duik puissent exister, mais aussi pour résoudre ce problème fondamental qu'on avait, c'est qu'on ne peut pas continuer à ajouter indéfiniment des choses. Alors, plus vous porterez alors vous pouvez le faire aussi sur les réseaux sociaux. Victoria, c'est notre user facing on dit souvent que c'est la personne la plus importante dans le groupe. En fait, c'est elle qui a nos comptes de réseaux sociaux. Donc, vous pouvez faire pression gentiment. En fait, ce que me disait Victoria, c'est dites-leur bien, we are humans, on est des humains, mais pas dans le sens soyez gentils avec nous. Enfin, soyez gentil avec moi si vous pouvez, mais dans le sens interagissez avec nous, parce que une fois qu'on a ces informations, Victoria, elle peut revenir à son management et dire oui, alors on sait qu'on doit faire ça, parce qu'on a une stratégie avec Rush, ça on peut pas y couper, mais nous on a choisi qu'on allait faire ça et ça. Et souvent, si c'est des petites features, des trucs qui ont du sens, on va pouvoir les faire. Et on a depuis très longtemps à After Effects quelque chose qui s'appelle JDI, Just Do It, qu'on a inventé, où un jour comme ça on s'arrête tous, on prend des petites features comme ça qu'on nous a envoyées, puis on essaie de les faire en un jour. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, parce qu'on a conscience souvent justement qu'il y a des petites choses comme ça qui gênent les utilisateurs, qui sont récurrents, mais encore une fois, il faut si c'est possible, collaborer avec nous et remonter l'information. Je sais que c'est pas simple. Alors, dans After Effects aussi, il y a report a bug, je ne sais pas comment on dit en français, mais ouvrir un bug. Mais en fait, là-dedans aussi, on peut l'utiliser pour faire un feature request. Ça envoie sur le user voice maintenant, cette fonctionnalité dans Aid, faire un bug report. Je rebondis sur ces histoires de feedback et justement des questions que certains d'entre vous ont laissées pour Alexandre et pour la team Adobe. Et c'est intéressant parce que je ne vais pas prendre toutes les questions, parce que voilà. Mais c'est intéressant parce que par exemple, j'ai eu 2 questions différentes. J'en ai une qui disait une vue nodale dans After, ce serait super. J'en ai eu une autre qui disait « Ce serait vachement bien d'avoir moyen de voir les connexions entre les calques et les propriétés qui utilisent des expressions, et ces connexions pourraient par exemple être montrées au moyen d'une vue nodale. » Vous voyez, deux feature requests différentes. Et dis-nous ce que tu en penses de ces 2 formulations. Je peux t'en dépercher. Je sais pas. J'ai travaillé sur les expressions. En fait, c'est presque impossible à faire. Il y a une telle pour ce qui est des expressions, le degré de liberté dans les expressions est assez
c'est assez à double tranchant. En fait, on s'est aperçu que c'est très puissant. Enfin, ça, Dwight en est un exemple, mais en même temps, c'est une source de lenteur, pas mal dans After Effects. C'est pour ça qu'on s'est attaché récemment de changer le moteur d'expression, de mettre quelque chose de plus moderne. On a mis en fait le moteur de Google Chrome. Donc maintenant, dans After Effects, vous avez le même interpréteur JavaScript que vous avez dans Chrome. Alors, ça a contribué un peu à aider, mais on a des problèmes. Par exemple, si on voulait savoir quelles sont les relations entre calques, rien qu'en évaluant les expressions, on s'est déjà posé beaucoup la question, parce qu'on aurait aimé faire certaines optimisations. Et ben c'est très très dur en fait à faire en application. Donc quand on fait des feature requests, c'est là où il y a une dichotomie des fois entre les créateurs et les développeurs, c'est-à-dire que quelque chose qui peut paraître simple peut être d'une difficulté absolument extrême, ou au contraire quelque chose que vous aurez du mal à décrire et qui vous paraît complexe peut être extrêmement simple à faire. Donc tout ça, c'est la communication qui doit s'établir véritablement pour pouvoir résoudre des choses comme ça. C'est exactement ce que je veux que tu dises. C'est pareil dans Twig, je pense que c'est pareil pour tous les logiciels. En fait, l'utilisateur qui demande un truc, ça lui paraît précis dans sa tête ce qu'il demande, alors que demander je veux une vue nodale, c'est pas précis du tout, parce qu'on sait pas pourquoi. Et puis en plus, si la demande est précise, ça veut pas dire qu'elle est facile à faire. En fait. Juste pour répondre à ce que tu dis, et en plus, ça ne veut pas dire que la solution que cherche l'utilisateur est la bonne, et qu'il y a peut-être une solution qui répond à d'autres problématiques et qui sera plus pratique pour tout le monde. Moi, j'aurais une question quant à les bugs. Comment est-ce que vous priorisez les bugs? Notamment, je me suis toujours demandé, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça, typiquement quand j'ai un crash after, ce qui arrive relativement souvent, il y a la fenêtre Send Bug Report, et je pense comme à peu près 9 utilisateurs sur 10 au moins, je la ferme et j'en vois jamais rien. À une époque, je l'ai fait, et puis j'ai arrêté parce qu'on n'a jamais nous-mêmes de retour là-dessus, et je suis presque, mais je pense que je me trompe, j'ai l'impression qu'en fait ça part dans le vide. Je pense que ça joue là-dedans. Alors, j'ai une autre expérience qui n'est pas forcément ultra positive. Moi aussi, je suis bêta-testeur avec Genaf, GUF, etc. Où là, j'ai plus de rapports avec l'équipe, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'on est plus écouté au niveau de nos bugs, mais j'ai remarqué que pas tous. Alors, je ne vais pas tout citer, mais j'ai des bugs qui ont été pointés du doigt, n'ont pas été corrigés. Donc, je ne comprends pas trop comment est-ce que vous priorisez les... Je pense que c'est une question d'importance. Merci pour cette question, parce que c'est une question assez centrale. Pour tout vous dire, on a des soucis de crash, et c'est de plus en plus... je voudrais dire que ça s'améliore, mais ça ne s'améliore pas. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, notamment Apple est en train toujours de changer ses couches logicielles. On a des soucis parce qu'on incorpore de nouvelles technologies comme Metal qui ne sont pas matures, et on a... Bon, alors, ce dialogue-là, la personne qui est de l'autre côté s'appelle Paul Usalito. D'ailleurs, il parle un peu français. Alors, si vous mettez des insultes en français, ça le fera rire. Mais s'il vous plaît, faites-le. Même des insultes, parce qu'il y a des informations à l'intérieur qui vont nous donner où est le crash, et des fois, pas toujours. Aussi, parce que tu demandais quels étaient les critères. Mais le critère, ça va être la fréquence. Alors, quand on a un bug qui arrive souvent, ça va nous permettre de dire « oulala, il y a un gros problème dans la 16.1, ça a l'air d'être à ce niveau, on va orienter nos tests là-dessus, et si on trouve quelque chose, généralement, on va être assez rapide à sortir un fixe, surtout si c'est bloquant, quoi. Mais si on n'a pas ce rapport-là, même anonyme, même sans information, ça ne pourra pas marcher. Idéalement,
vous feriez ce que nos QI, pour moi, les personnes qui font la qualité en tant que développeur, c'est mes héros. Parce qu'ils m'ont sauvé la vie, je ne sais pas combien de fois. Quand j'ai fait une feature et que j'avais oublié un cas et que ça crachait et qu'ils me l'ont trouvé avant que ça arrive aux utilisateurs, idéalement, vous seriez comme ces gens-là, vous sauriez en fait comment nous décrire exactement la démarche de ce que vous avez fait, mais on comprend que c'est pas possible. Vous êtes en train de bosser, ça crache, vous n'avez pas l'état d'esprit pour vous dire attends, je vais recommencer depuis le début ce matin, voir exactement quelle démarche conduit à ce crash, c'est pas possible. Ce dialogue-là, en fait, il est assez essentiel. Il va nous donner beaucoup d'informations. Comment on les catégorise? Très simplement, sévérité. On va dire c'est très sévère parce que ça crache, ou ça va aller jusqu'à c'est cosmétique, les gens peuvent faire autrement. Et de là, on va dériver une priorité. Priorité 5, c'est absolu, on chip pas, ça va jusqu'à Chantanou, de toute façon, on sort pas le produit tant que... voilà. Et jusqu'à priorité 1, simplement. Genre le petit point qui se balade dans l'interface partout, c'est priorité 1. Et Chantanou, c'est le big boss d'Adobe. Mais pour revenir sur un point qui, je pense que tu faisais allusion au même truc, il y a une version d'After qui est sortie avec un bug critique sur les motion graphic templates quand c'est sorti, et qui, quand il y a eu les groupes, et en fait, en gros, en faisant une manip, ça supprimait l'intégralité des groupes et des contrôleurs qu'on avait fait. Et ce bug a été trouvé quelques semaines avant la date de sortie d'After. Et si vous êtes habitué, vous savez à peu près quand sort After aux alentours de grands événements liés à la vidéo. Et le truc, c'est que le fixe a été trouvé avant que ça sorte, mais c'était trop près de la sortie du soft pour l'intégrer dans le code du soft, parce que quand le bug est trouvé, que le fixe est fait, il faut repasser par tout le système de QA, et ils n'avaient pas la garantie que le fixe qu'ils apportaient n'allait pas casser autre chose quelque part, et donc il avait été décidé de... comme il fallait reproduire une certaine, dans un certain ordre, certaines étapes, il a été dit que ça serait au patch d'après, quoi. C'est un truc que les gens se rendent pas compte, mais que je me suis rendu compte quand j'ai fait du Vic. Quand on fixe un bug, on a une chance sur 2 d'en provoquer 4. C'est vrai, et c'est insupportable. Et du coup, même s'il y a un fixe pour un bug, il faut refaire une grosse phase de test pour être sûr qu'on n'a pas pété autre chose, quoi. Donc tout ça, ça rend le truc complexe, quoi. Bonjour. On s'est déjà vu, mais bon, voilà. Je suis développeur aussi, du coup je comprends bien le côté utilisateur et pas pratiquant. Du coup je suis développeur avant d'être animateur avec des très très grands guillemets. La chose qui me dérange un peu quand After Effects crash ou quelque chose comme ça, je comprends tout à fait que ça crache parce que voilà, je suis développeur aussi, c'est que quand il y a le message d'erreur qui s'affiche, on ne comprend pas du tout. Et je pense qu'il y a des raisons derrière. Du coup, voilà. C'est une chance d'avoir un développeur justement pour pouvoir poser cette question. C'est le côté du message de 12 signes paragraphe, qui est d'ailleurs le signe de mon groupe, et 99 derrière, fermez la parenthèse. C'est un peu embêtant des fois pour les scripts, etc. Et voilà. Et c'est très utile pour nous, parce que ça nous dit quelle partie du code, en fait... alors, c'était le système initial qu'avait inventé Dave Simons, l'équipe initiale d'After Effects. Moi, je suis un peu Team B, la deuxième équipe, parce que depuis, l'équipe originale, maintenant, continue à faire de la recherche, travaille sur Character Animator. C'est eux qui ont inventé ces systèmes. C'était avant, justement, qu'il y ait les crash reports dont tu parles, les dialogues, où on était dans une situation où quelqu'un avait crashé, ça pouvait être n'importe où dans le monde, et pour savoir, pour aider cet utilisateur ou comprendre avec la distance ce qui s'était passé, ils avaient inventé un système où tous les dialogues, ils donnaient des codes pour dire dans quelle partie, quelle fonction d'After Effects se passait le problème. Et c'était bougrement efficace parce que juste en donnant ces numéros, ils avaient une idée assez rapide de quel était le problème. Donc ça vient de ça. En général, on ne peut pas donner de bonnes explications quand ça crache pour un utilisateur parce que ça va correspondre à rien en fait pour eux. Ce qu'on veut, c'est le crash report parce qu'il contient l'information du code
Et nous, ça va nous permettre de pointer dans notre code où ça s'est passé. Alors, ça marche pas à tous les coups, parce que quand il s'agit de problèmes, des fois de cartes vidéo, on peut pas avoir une information comme ça. Quand c'est le système d'exploitation lui-même qui crache, des fois ça marche pas trop. Quand il y a des problèmes de corruption mémoire, des fois c'est comme si vous avez un problème qui est arrivé il y a un quart d'heure, mais vous le voyez que maintenant, en fait. Donc l'information que vous voyez maintenant, ça vous dira absolument pas ce qui s'est passé il y a un quart d'heure. Toutes ces situations sont assez complexes. Encore une fois, la façon idéale qu'il y aurait de reporter un bug, c'est de le reproduire et de donner toutes les étapes. Et si vous pouvez faire ça, là, pour moi, c'est idéal, parce que j'ouvre le matin After Effects, je reproduis et j'arrive au même truc. Là, je peux trouver. Là, ça peut me mettre du temps, mais je vais trouver. Alors bonjour, petite question purement technique sur l'avenir. Beaucoup de plugins faits en extérieur sont basés sur OpenGL, mais Apple l'a rendu obsolète dans ses dernières versions. Windows, on ne sait plus trop avec Vulkan, on est un petit peu perdu, donc After, vis-à-vis de ça, il se place comment pour l'instant? Merci pour cette question. Donc là, c'est un peu la stratégie globale qui rentre en compte. After Effects n'a pas forcément toutes les clés, comme tu le dis. Des fois, Apple fait des choix. Il y a des choix qui sont faits par l'industrie. Vulkan est quelque chose qu'on utilise sur Android. Je crois qu'on l'a annoncé. Oui, Samsung l'a annoncé. Rush, qui est la version mobile, une espèce de première, mais qui va avoir dans le futur beaucoup de choses venir, utilise Vulkan. On est un peu à la merci de l'industrie, des innovations, donc ça fait partie des choses dans le groupe d'applications dont on s'occupe. Si Apple nous dit il n'y a plus OpenGL, ben on n'a pas le choix, hein, faut enlever OpenGL. Et là, ça nous a mis pas mal de temps, en fait. Hein. Ça a été un problème assez rude à gérer pour nous. Ce genre de contraintes viennent s'ajouter aussi les contraintes, disons, de la corporation d'Adobe, qui va dire, pour raison X ou Y, il ne faut plus faire quelque chose. Ou alors... peut-être quelque chose qu'on avait fait il y a des années, mais qui semble maintenant perdu parce qu'il n'y a plus le support des utilisateurs, il n'y a plus la technologie. Un exemple, ça a été le ray tracing, là, qui marchait avec CUDA. Nvidia ne veut plus nous aider à faire ça, ça ne marche pas sur AMD, donc c'est des trucs qu'on a pu louper. Donc il y a des contraintes souvent extérieures qu'il faut gérer, oui, dans l'application de groupe. Et ben si Apple enlève OpenGL, ben il faut qu'on enlève OpenGL. Et c'est ce qu'on a fait. On va prendre une dernière question, je préviens tout de suite, désolé. Une dernière. S'il y en a d'autres qui ont des questions après celle-là. Et pardon, les plugins aussi vont avoir à gérer ça, mais là on ne peut pas faire à leur place. On a une stratégie pour aider les plugins à aller vers le GPU, sans qu'ils aient à se soucier de si c'est OpenGL, Vulkan, DirectX mais en fait les plugins ont tellement de liberté qu'ils font ce qu'ils veulent, donc eux vont aussi avoir ce problème s'ils sont compilés et qu'ils utilisent OpenGL. Dernière question. Oui, une dernière question, par curiosité, comment est-ce que vous faites pour tester entre les différentes versions de macOS 10, les différentes versions de Windows, toutes les localisations françaises, je sais pas quoi, vous virtualisez les machines, vous avez un grand parc de... Je suis curieux. Alors, on fait ce qu'on appelle de la continuous integration. C'est un grand mot pour dire qu'on essaie d'automatiser en fait au maximum. Ça correspond à un besoin aussi de ne pas avoir toujours des gens
à tester, mais c'est dur en fait d'automatiser. Il y a beaucoup de choses qui passent à travers le filet, même quand on fait ça. Donc ensuite, on a des équipes de localisation qui interviennent à différentes étapes. Elles doivent intervenir quand on a fini les features, parce que sinon tous les textes sont pas prêts. Il y a des équipes qui sont dédiées sur certaines problématiques, des gens qui vont tester, je sais pas, il y a les panneaux CIP par exemple, qui sont communs à plusieurs applications. After Effects ne va pas faire le testing, mais va le déléguer en fait à quelqu'un d'autre. Et oui, c'est complexe hein, de tester une application comme ça avec autant de composants. Bon, voilà, je suis désolé, il y en a peut-être qui avaient encore des questions, mais il ne faut pas qu'on finisse demain matin à 4h du matin. Merci beaucoup, Alexandre, en tout cas. C'est super d'être venu.